Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième partie du cours de pharmacovigilance. Donc voilà, je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, parce que c'est tout simplement la continuité de ce qu'on est en train de voir. Et plus généralement, je vous conseille d'aller voir les autres cours du 8 qui sont avant celui-ci et qui sont aussi dans la continuité de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, ça va être un peu plus de par cœur, c'est un peu dommage. Donc il y a des trucs que je vais un petit peu zapper, etc. Donc pour pas avoir en fait, de surcharge, etc. Donc dans l'apprentissage du cours, on va ici se baser sur tout ce qui est de l'aspect compréhension et je vous laisse l'apprentissage pour vous. Donc, on va passer au cours. Donc comme d'habitude, hein, le cours il est sur WhatsApp, il n'y a pas de problème avec ça. Et on passe directement au grand 3. Voilà, on avait fait le grand 1 et le grand 2. Ici, on s'est arrêté au grand 3. Donc on va commencer par la structuration avec les acteurs. Donc on a ça, ça on l'a déjà vu, c'est avec la NSM, etc. Donc c'est l'échelon national, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Donc ça, c'est la première chose qu'on a vue. On a notamment vu aussi à l'échelle régionale les ARS, mais là, il y a le CRPV. C'est un petit peu la même chose que la pharmacovigilance, mais c'est plutôt régional par rapport à la NSM, qui est le pôle principal de pharmacovigilance, mais du coup, ce sera à l'échelle nationale. Et on a donc les autres acteurs, ça va être tout ce qui va être professionnels de santé, patients, donc comme nous, et les labos qui conçoivent les médicaments. Donc on a quatre missions des CRPV. Donc CRPV, retenez bien que c'est l'échelon régional. Et c'est donc de recueillir et notifier les effets indésirables, de les évaluer, d'aider au diagnostic, etc. Donc voilà, là vous allez apprendre tous les tirés de manière vraiment très stricte. Et il n'y a pas trop de difficultés avec ça. Il y a notamment cette notion d'imputabilité qu'on va parler après et qui est très importante. Donc voilà, si vous ne la comprenez pas au tout début, c'est normal. On voulait juste citer. Mais après, on va bien la définir, etc. Et vous allez bien comprendre. Donc voilà, hein, apprenez bien toutes ces missions. Ils aiment beaucoup les faire tomber. Donc c'est quelque chose qui va être comme une valeur sûre, entre guillemets. Et de la même manière que pour cette organisation territoriale, ça je passe, il n'y a pas trop de difficultés dessus, tout ce qui est Vigibase, etc. C'est pas l'objet essentiel du cours. Nous, on va se baser sur les obligations pardon, de signalement. Donc, comme vous le savez, il y a beaucoup de professionnels de santé qui peuvent prescrire. Notamment, leur prescription sera limitée à un certain nombre de médicaments pour certains, donc notamment pour le chirurgien dentiste, pour le médecin qui lui a la prescription la plus large, mais on a aussi la sage-femme et le pharmacien. Et comme ils sont, entre guillemets, prescripteurs, ils sont eux-mêmes sujets à devoir déclarer tout effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament à la connaissance du CRPV. Donc voilà, tout simplement, ils vont, donc comme je l'ai dit en première partie, le déclarer au CRPV qui lui-même fera remonter l'information. Et ici, on parle de notification spontanée parce que c'est le professionnel de santé qui a notifié cet effet indésirable. Voilà, tout simplement. Et lors d'une déclaration, en fait, il faut qu'il y ait quatre informations super importantes, notamment la source identifiable, donc c'est le notificateur, c'est lui qui va notifier cet effet indésirable au CRPV. Le patient, donc il faut que ce soit un homme ou une femme, bon, forcément, et identifier son âge, peut-être ses pathologies aussi, qui serait très intéressant de le dire, le nom du produit ou des produits suspectés et la nature de l'effet indésirable. Donc voilà, ça, il n'y a pas trop de difficultés dessus. Je pense que vous avez compris, c'est pas très technique. Donc les supports, ça peut être par mail, par téléphone, c'est mieux quand même, c'est plus direct. Et aussi on a des portails de signalement, donc ça c'est une nouvelle notion, c'est par internet en fait tout simplement. Et on a par courrier, donc voilà, fiche de déclaration, mais c'est quand même mieux d'appeler, hein. Après, parfois quand ils sont surchargés, ils vous demandent de faire un courrier ou etc. Mais euh, par téléphone c'est mieux, c'est quand même recommandé. Et ensuite, donc, qui peut signaler, mais pour qui ce n'est pas obligatoire, contrairement aux 4 heures cités plus haut. Donc, ça va être tout ce qui est infirmier, hein, technicien de labo, etc. Ou les patients, ou les associations de patients agréés. Donc, ça, c'est un petit peu des assos qui luttent contre les mésusages des médicaments, etc. Et donc, du coup, ils le déclarent au CRPV, mais ils sont pas obligés de le faire, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, donc voilà. Ensuite, on va passer à la dimension individuelle.
Donc c'est une surveillance en temps réel en région avec une analyse individuelle de chaque cas. Donc ça, c'est ce qu'ils aiment bien faire, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc en fait, la plupart du temps, ils font une dimension collective parce qu'ils vont récupérer beaucoup d'appels, beaucoup de mentions, beaucoup de signalements et en fait, bon, c'est mieux toujours de faire au cas par cas, mais parfois ils font beaucoup de dimensions collectives. Donc voilà, ça peut être deux dimensions qui peuvent se réaliser et ça va nous permettre de traiter un plus grand nombre de patients et d'avoir un effet reproductible sur la population tout simplement. Donc voilà, hein, là les exemples, je ne l'ai peut-être pas dit au début du cours, mais ils ne sont pas à prendre, hein. Donc là on a des exemples, vous pouvez les apprendre pour votre culture, mais c'est pas obligatoire et je pense pas que ça fera l'objet de questions. Donc ensuite, on va parler du phénomène d'imputabilité. Donc ça c'est super important. Donc comme on l'a dit plus haut, en fait c'est établir le rôle du médicament dans la survenue de l'effet. En fait l'imputabilité ça veut dire on a un médicament, on a un effet, et ça va être sûr que ça va être ce médicament-là qui est responsable de cet effet. Et donc on se base sur trois éléments. Donc c'est le malade, le médicament et l'effet indésirable. Et en fait, il faut associer les trois pour pouvoir parler d'imputabilité. Donc voilà. Et c'est très important dans la survenue d'un médicament parce que parfois on peut se dire le patient peut développer un effet indésirable, mais ce n'est pas forcément dû au médicament. Lui, il pense que c'est ça parce que c'est un nouveau médicament qu'il prend. Mais parfois, on a tout un phénomène qui peut interagir avec le médicament et ça n'a rien à voir parfois avec celui-ci. Ça peut être tout simplement notre corps qui réagit, etc., par des phénomènes divers. Et en fait, il n'y aura aucune du coup imputabilité entre le médicament et la survenue de l'effet. Donc le rôle du pharmacien, le rôle du médecin, le rôle de tout professionnel de santé, c'est de rétablir cette imputabilité de par leurs connaissances bien sûr scientifiques pour pouvoir être sûr que c'est ce médicament-là qui est responsable de la survenue de l'effet. Et pour être sûr, donc on se base sur les connaissances euh, qui sont, euh, qui sont dans tous ces domaines-ci. Donc on a la bibliographique, donc ça va être tout ce qui est publication, etc. La chronologie des effets et la sémiologie, tout simplement. Donc, pour établir le rapport, le CRPV, donc ils vont poser beaucoup de questions. Donc à savoir sur tous les médicaments consommés par le patient, les médicaments sur la prescription du médecin, médicaments en vente libre, médicaments achetés sur Internet, et ils peuvent même vous demander tout ce que vous mangez, etc. Donc ça peut être une recherche qui va être très très globale et très approfondie. Donc on a à prendre les dates et les débuts de prise, parce qu'en fonction du moment où vous prenez le médicament, ça peut avoir différentes interactions. Donc voilà, c'est pour démasquer les interactions médicamenteuses. C'est pour ça que parfois on vous conseille de prendre un médicament pendant le repas, etc. Parce que, ou au coucher, ou au matin, etc. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont des caractéristiques précises, notamment pour la pharmacocinétique, etc. Mais ça, on l'a vu dans les autres cours, et qui nécessitent d'être pris à des moments très spécifiques de la journée. Donc voilà, on a donc sur la chronologie, donc ça c'est un petit peu tout ce qu'on a vu plus tôt, avec le délai d'apparition, l'évolution de l'effet jusqu'à l'arrêt du médicament, etc. Ensuite on a tout ce qui est sémiologie, donc ça va être tous les signes en fait cliniques, donc ça va être tout ce que... Ça va être propre au patient, donc ça va être tout ce qu'il ressent, etc. On va vraiment faire un tableau clinique, on va recenser tout ce qu'il ressent, il faut vraiment tout dire pour pouvoir avoir un plus large spectre qui va être traité. Et ensuite, on a les connaissances bibliographiques, donc ça va être tout ce qui va être dans la littérature et toutes les revues scientifiques qui vont être publiées, etc. Et suite à tous ces effets indésirables, comme on a vu, en fonction de toute l'imputabilité qu'on va pouvoir euh, signaler en fonction de l'effet indésirable. Donc si on est sûr que ce médicament-là est responsable de l'effet indésirable, on va prendre plusieurs décisions. Ça, je vous en ai parlé un peu plus tôt, mais on peut suspendre l'AMM. Donc parfois c'est transitoire parce qu'on peut, comme je vous ai dit, modifier cet effet indésirable et ne plus l'avoir après. Donc ça, c'est chose qui arrive. Voilà, donc c'est possible. Et aussi, on a le retrait d'AMM quand on a une impasse thérapeutique et qu'on peut absolument plus rien faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On a parfois beaucoup de pertes en termes économiques, etc. Mais, euh, mais voilà. Donc ça, c'est quand on a surtout des nouveaux effets indésirables. Donc voilà, ça
c'est un petit peu des points techniques, mais retenez tout ce qui est en gras et normalement, il n'y a pas de difficulté. Donc là, on a fini avec cette deuxième partie. J'espère que vous l'avez compris, c'était un peu plus lourd, c'est un peu malheureusement du par cœur, mais parfois vous allez en avoir, même très souvent, même trop souvent en passe, c'est beaucoup de par cœur, et c'est un peu dommage. Donc j'espère que vous avez bien suivi jusque-là, et si vous avez quelconque question par rapport à la pharmacovigilance, n'hésitez pas à venir me parler sur WhatsApp, et je vous aiderai. En tout cas, bon courage pour vos révisions, et j'espère qu'elles se passent très bien.